Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Débat sur l'école. La rentrée scolaire est un moment décisif pour les élèves, les parents, mais aussi pour les enseignants. Comment bien s'y préparer, tant sur le plan matériel que psychologique? Quelles sont les clés pour entamer l'année dans les meilleures conditions? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Touré Alassane, qui est enseignant, prof de philo et en même temps un syndicaliste. Monsieur Touré, soyez le bienvenu. Merci, camarade. Nous sommes très ravis, malgré votre emploi du temps surchargé, lié aussi aux préparatifs de la rentrée. Vous avez tenu absolument à être là. Que Dieu vous fortifie. Merci. Alors, avec M. Touré, nous allons discuter aujourd'hui de comment préparer et se préparer pour une bonne rentrée scolaire. Et là, nous allons diviser ou articuler le débat autour de trois sous-thèmes, sinon en trois parties, en quatre parties. D'abord, la préparation au niveau des enseignants, la préparation au niveau des élèves, la préparation au niveau des parents et ensuite les perspectives. Puisque vous êtes déjà câblé sur les ondes de Boula TV, nous vous exhortons à y rester parce que c'est une chaîne qui vous fournit les informations en temps réel. Avant de commencer le débat, M. Touré, nous sommes à quelques heures de la rentrée scolaire. Alors, est-ce que vous pourrez nous décrire brièvement l'état général des enseignants et des élèves à ce moment précis? Merci bien, camarade Audrey. Permettez-moi, avant de répondre à la question, de saluer tous les enseignants du Mali, et en particulier ceux du secteur privé. Je salue la presse malienne. Ce matin, j'ai l'honneur d'être reçu par la télévision Boulacom. Merci à vous. Je n'ai pas oublié les enseignants du Mali, en particulier ceux du privé. Bonne rentrée à tous les enseignants du Mali, s'il y aura rentrée. Non, il doit avoir rentré. S'il y aura rentrée. Pour répondre à la question, c'est sûr que les conditions matérielles font que la rentrée semble être difficile pour tout le monde, pas seulement pour les parents, parce que les enseignants sont aussi des parents, mais même pour les élèves. C'est vrai qu'ils sont contents de se retrouver le mercredi matin, mais à quel prix? Parce que les parents vont, malgré les maigres moyens, chercher tous les moyens pour payer sacs, cahiers, même tenus, pour qu'ils puissent retrouver les chemins de l'école. Et quand nous, enseignants, surtout ceux du privé, nous savons que les conditions dans lesquelles on a passé les vacances sont médiocres, sinon même misérables. Alors c'est peut-être la chance pour certains de retrouver l'école pour pouvoir espérer à la fin du mois gagner quelque chose. Quant aux camarades du public, vous savez déjà le scandale qui est en train de secouer le secteur éducatif public, l'enroulement où la majeure partie de nos camarades ont vu leur salaire suspendus. Voilà pourquoi j'ai dit bonne rentrée scolaire s'il y aura rentrée. Voilà les raisons pour lesquelles je dis ça. Il doit certainement voir la rentrée parce que nos autorités aussi veillent à ce que tout se passe bien. Alors, selon vous, pourquoi est-il nécessaire donc de se préparer pour la rentrée? Deux raisons fondamentales pour lesquelles il faut se préparer. La première, psychologiquement. Les enfants qui ont passé 3 mois en train de dormir tous les jours à la maison vont s'habituer désormais à se réveiller très tôt. Ça, il faut se préparer pour ça. Les enseignants, la même chose. Les parents qui ont l'habitude d'aller à l'école sans déposer les enfants à la maison vont s'habituer désormais à les déposer à l'école avant de passer. Et surtout, il faut qu'on arrive à leur donner quelque chose, ceux qui passent la journée à l'école. Les fournitures, j'en ai déjà parlé.
Voilà pourquoi il faut se préparer. Alors, nous allons prendre le premier volet, préparation des enseignants. Comment est-ce qu'un enseignant doit-il se préparer avant de reprendre les cours? Moi, je crois que l'enseignant, à condition que ce soit sa première année ou sa deuxième année, mais les expérimentés, ils font tout déjà pendant les vacances. Nous sommes déjà préparés. Sauf que il faut se préparer à se lever à 7h45 ou bien à 6h même. Sinon, le reste là, je crois que c'est la routine. On est déjà préparé pour ça. Nos programmes, nous les avons déjà. Les premières leçons, nous les avons déjà. Peut-être la seconde partie de la préparation de l'enseignant, chaque année, on parle de leçons modèles. Leçons modèles qui doivent être enseignées dans toutes les classes, à tous les niveaux. Là, l'enseignant doit se préparer pour comprendre, pour maîtriser cette leçon modèle-là avec laquelle il va commencer à classe. Sinon, la préparation, je crois que nous sommes déjà prêts. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les enseignants à la veille de la rentrée? Vous avez parlé, je dis que la plupart, sinon tous les enseignants sont des parents d'élèves. Comment faire pour donner le sourire à son enfant? Comment faire pour donner un sac, les cahiers, les fournitures, ceux qui sont dans les privés, les frais scolaires? C'est ça les difficultés que nous avons aujourd'hui. Passant déjà 3 mois sans un sou. Bientôt, c'est la rentrée. Sinon, à quelques heures, c'est la rentrée. Et on n'a rien pour payer ni sac, ni fourniture, ni frais scolaires. C'est une difficulté qui est en train de ronger tous les enseignants du secteur privé et en général tous les Maliens, pas seulement les enseignants du secteur privé, tous les Maliens. Aujourd'hui, tout le monde connaît les conditions des Maliens. Les conditions ne sont pas bonnes à tous les niveaux. Même ceux qui sont dans la fonction publique, ils souffrent aujourd'hui. Donc, ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, on a 9 mois à gérer. Comment planifier la gestion de ces 9 mois? Ça, on commence déjà à en parler et on commence déjà à y imaginer. Voilà une deuxième difficulté. Et la troisième, peut-être la distance. Ceux qui vont, qui vont faire de longues distances. Comment faire pour que tous les matins, mon enfant puisse arriver à l'école? Comment faire pour que mon enfant puisse revenir à la maison pendant que moi, je suis au service? C'est ça les difficultés. Alors, si vous avez un conseil à donner à vos collègues enseignants, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils entament bien la rentrée scolaire? À tous les enseignants, pas seulement ceux du privé, je précise. Nous avons été déjà des combattants. On continue à se battre. Le courage, c'est notre arme. Et la volonté, c'est notre ami. Nous sommes condamnés à faire ce que nous pouvons faire et c'est le seul que nous pouvons faire, l'enseignement. Donc, à mes amis, je dis, engagez-vous à fond. Ne faites pas un travail à moitié. Nous sommes enseignants et nous allons rester enseignants. Quelles que soient les difficultés, on en a vu et on va voir encore, on va les surmonter. Et deuxième, il faudrait que nous donnons une bonne image. Pendant les vacances, on a fait beaucoup de formations. C'est le moment de réciter ce qu'on a réussi au cours de ces formations-là à nos enfants. C'est le moment de modeler nos enfants. C'est le moment de former nos enfants. C'est le moment de montrer que nous avons appris pendant les vacances et ce que nous allons partager avec nos enfants. Nous allons passer maintenant au niveau des élèves, préparation au niveau des élèves. Qu'attendez-vous des élèves dès le premier jour de la rentrée? Bon, peut-être quand on pose cette question à nous enseignants, tout enseignant veut voir ses élèves réussir. Et on veut quand même avoir des élèves polis, des élèves disciplinés, des élèves engagés, des élèves décidés, des élèves volontaires qui sont prêts à faire les 9 mois avec les enseignants. Ce qu'on attend de ces élèves-là, c'est d'avoir le courage d'apprendre et comprendre, de ne pas se laisser faire, car l'école, c'est le premier jour de la rentrée. Je crois qu'on a coutume de dire que les examens, surtout ceux qui font les classes d'examen, le 1er octobre, c'est le premier jour que l'examen commence. Donc, on attend d'eux des élèves polis, disciplinés, engagés, courageux, qui sont prêts à affronter les difficultés.
Voilà ce qu'on attend de ces élèves. La préparation psychologique et matérielle, est-ce que ça concerne aussi les élèves? Absolument. Je disais tantôt que les élèves qui sont habitués à dormir, certains se réveillent à 10 heures. Il faut qu'ils se préparent psychologiquement que désormais, on va se réveiller à 7h45 pour être en classe. Disons, on va se réveiller à 5 heures pour être en classe à 7h45. Ça, c'est une préparation que les parents doivent inculquer à ces enfants-là. Deuxième, il faut qu'ils sachent qu'ils ont des cours à suivre et nous ne devons laisser rien au hasard. Merci. Alors, donc, vous avez déjà touché un peu ce point par rapport au comportement. Je vais encore insister là-dessus. Et peut-être vous allez encore détailler, vous avez parlé des politesses, tout ça. Là. Nous voulons que vous reveniez encore sur ça puisque nous sommes au début de la rentrée. Souvent, la rentrée scolaire, c'est comme la construction d'un bâtiment. Quand le sous-bassement n'est pas bien fait, le reste, il va sans dire que ça ne tiendra pas. J'aimerais que vous insistez, vous revenez encore un peu plus sur le comportement que les élèves doivent adopter dès le début de la rentrée pour une meilleure réussite. Merci bien. Et l'éducation commence en famille. C'est en famille d'abord. Et nous venons pour être compléter ce que les parents ont commencé. Donc c'est pourquoi nous insistons que les enfants bien éduqués, les enfants qui ont de bonnes conduites, les enfants qui sont soucieux de leur avenir, parce que je parle majoritairement de ceux du secondaire, mais sans oublier ceux du premier cycle, qui doivent être modélés par les instituteurs ou les institutrices. Je parle du jardin des préscolaires et fondamental 1 et 2, à tous les niveaux. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des enfants qui ont reçu une bonne éducation familiale d'abord. Nous demandons à nos parents, nous les sommes derrière, nous demandons aux parents de nos enfants d'accorder cette chance-là, de donner cette faveur-là aux éducateurs d'éduquer leurs enfants. Parce qu'on sait que quand on sent que l'enfant n'a pas une bonne conduite, et si les enseignants veulent intervenir, souvent en le fouillettant un peu, ça peut causer un problème. Et nous demandons à l'administration scolaire aussi de nous aider à éduquer ces enfants. Parce que certaines écoles, c'est les laisser aller et les laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe, nous avons l'impression que les enfants sont devenus rois. Absolument. Les enfants sont devenus rois. Il y a des parents même qui, nous le disons nous-mêmes, nous sommes parents, qui ne s'en préoccupent pas trop. Mais l'école aussi, ce n'est pas aussi trop ça. Est-ce que vous avez un mot? Je crois qu'on a tendance à voir que l'enseignant a perdu son autorité. Ce n'est pas tendance, sinon il a perdu son autorité. Et c'est là par faute d'une complicité, moi je dis d'une complicité tripartite. Parce que l'État est complice, les parents sont complices et l'administration est complice. Donc c'est les trois acteurs qui ont joué un complot contre l'enseignant. Parce que l'enseignant, c'est celui qui sait qu'est-ce qu'il faut pour éduquer un enfant. C'est lui qui est en place. Bien que certains parents sont même enseignants de formation, sont éducateurs. Mais quand vous laissez vos enfants faire n'importe quoi, n'importe comment, un laisser aller, un laisser faire, vous l'amenez à l'école, si on les renvoie, ne soyez pas surpris. Parce que certaines écoles sont exigeantes. Il y a des bonnes écoles encore, dans lesquelles on ne fait pas ces pratiques dont je venais de parler. Un impoli ne restera pas, on te renvoie. Un mal éduqué ne restera pas, on te renvoie. Mais la plupart, c'est la complicité de ces trois dont je disais. C'est pourquoi on a coutume de dire que l'éducateur a besoin d'être éduqué. Je répète, l'éducateur a besoin d'être éduqué. Aujourd'hui, ça laisse à croire quelle éducation on veut pour quel enfant. Quel type de citoyen pour quel type de pays. C'est pourquoi je dis que c'est une complicité vraiment qui est partagée entre nous tous. Et certains enseignants sont même aussi très patients, ils observent. Parce qu'ils savent que quand tu vas toucher un enfant, c'est qu'il va t'arriver. Donc on préfère laisser le faire. Pas forcément toucher, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes pour discipliner les enfants sans forcément passer par la force? Parce que quand on observe souvent certains enseignants, c'est comme eux-mêmes, ils ont abandonné. Ils ont dit, bon,
Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. La faiblesse de l'école, même c'est à ce niveau-là. Quand on dit que les enfants ne connaissent rien, les enfants n'apprennent pas, c'est parce que les enfants n'ont pas de pression. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. En notre temps, je vous avoue que on n'aura pas imaginé si un enfant peut aller à l'école sans pouvoir connaître les leçons du jour. Tu sais ce qui t'attend à l'école. Voilà pourquoi on a réussi. En tout cas, sur le plan intellectuel, sur le plan de formation, on a réussi. Aujourd'hui, l'enfant vient à l'école. Certains enfants, tu les interroges là. Ils te disent même, monsieur, vous parlez de moi. Oui. Et certains te disent, je ne connais pas. Et si tu mets la pression, il peut prendre son sac et partir. Il sort. Et il n'y a rien dedans. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment, tant qu'on n'arrive pas à voir ce sérieux-là, et ce sérieux-là, ça commence à la maison d'abord. C'est les parents qui doivent imposer ces règles-là aux enfants à la maison d'abord. Les faire savoir qu'il y a une autorité. Je me rappelle d'une citation de Platon, ici tu dis la moitié, qui disait que lorsque les jeunes ne reconnaissent plus une autorité au-dessus d'eux-mêmes, c'est le début de la tyrannie. C'est-à-dire que les enfants là ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d'eux. Ils sont les seuls qui ont leur propre pouvoir et qui font ce qu'ils veulent sans être inquiets. Oui, mais c'est nous les parents qui avons démissionné. Tout à fait. Nous avons démissionné parce que des fois on entend dire lorsque un enfant fait des bêtises et qu'on veut le discipliner ou bien qu'on veut le ramener à la raison, on entend souvent les adultes se dire non, il faut le laisser, c'est un enfant, non. Voilà. Et l'enfant est le père de l'homme. Oui, l'enfant est le père de l'homme. Si vous ne formez pas l'enfant, si vous ne l'inculquez pas de valeurs, si vous ne l'inculquez pas une bonne éducation, c'est le même enfant qui va devenir adulte et finalement, il ne va pas éduquer son enfant. C'est une chaîne rouge. C'est une chaîne rouge. Maintenant, on va revenir, on va tomber sur les préparations des parents. Et M. Touré, quel rôle les parents doivent-ils jouer pour accompagner efficacement leurs enfants de cette rentrée scolaire? J'avoue que tout se résume sur la tête des parents. Au départ, tout se résume sur la tête des parents. C'est eux qui doivent chercher les sacs, c'est eux qui doivent payer les cahiers, c'est eux qui doivent amener les enfants à l'école, c'est eux qui doivent payer les frais scolaires. Donc, tout est sur la tête des parents. Et c'est eux qui doivent aussi suivre du premier jour jusqu'à la fin de l'année leurs enfants, les contrôler, les suivre et enfin les conseiller s'il y a des mauvais comportements. Les parents sont au centre de la rentrée scolaire. C'est sûr que les gens voient les classes, les gens voient l'administration, les gens voient les enseignants. Mais ça, du point de départ, d'abord, c'est les parents. C'est les parents, surtout, je me rappelais mon premier jour où on m'a ramené à l'école, c'est mon père qui a pris ma main pour m'amener à l'école. Donc, c'est lui qui m'a remis à l'école. Et c'est lui qui leur a dit, voilà ce qu'il faut pour les former. C'est lui qui m'amène tous les matins à l'école. Donc, les parents sont au centre de la rentrée scolaire. Tout est eux. Mais vous voyez que les réalités ne sont pas les mêmes. Et vous avez cité votre cas. Et vous voyez aujourd'hui que les pères de famille, des fois, on court à gauche et à droite à la recherche des choses de première nécessité. Et souvent, quand on convoque les parents à l'école, généralement, ce sont les femmes. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas jouer un rôle. Mais généralement, les hommes pratiquement sont absents. Est-ce que cela joue aussi sur la discipline, le comportement de l'élève? Pas forcément, mais ça peut impacter certains enfants. Vous savez, on a un souci, en tout cas, qui semble être malien. La plupart des enfants, je ne vais pas citer des écoles, sont avec leur maman. Pourquoi? Parce qu'ils sont divorcés. Si vous rencontrez aujourd'hui les enfants divorcés, disons les mamans divorcées de leur mari à cause de hostilités, c'est pourquoi l'éducation pose problème au mari. J'ai dit, l'éducateur a besoin d'être éduqué. Une femme, oui, la première forme d'éducation, elle est féminine d'abord, parce que c'est la femme qui porte l'enfant depuis quand il était liquide, dans le placenta. Donc ça, c'est une éducation aussi. Mais une fois né là, le père doit intervenir dans son éducation. Là déjà, on dit ne mange pas n'importe quoi, ne va pas n'importe où, ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est une éducation pour que la femme donne à l'enfant depuis avant sa naissance. Mais une fois né,
quand il n'y a pas d'autorité, parce que la femme, elle est sensible, la femme, elle est sentimentale, elle aime tellement ses enfants qu'elle est prête à tout pour les enfants. Mais il faut souvent les chicoter. On dit, fais pleurer ton enfant avant qu'il te fasse pleurer. Fais pleurer ton enfant avant qu'il te fasse pleurer. Aujourd'hui, et la femme, elle est prête à pleurer pour son enfant, mais elle ne va jamais le faire pleurer. Or, le papa, lui, il est certains papas, parce qu'aujourd'hui, il y a certains papas qui portent pantalon. Excusez-moi si les papas m'écoutent bien. Beaucoup de nos papas, beaucoup de nos amis du moins, sont tellement sensibles devant leurs enfants que certains disent, ah non, moi, je n'ai jamais frappé mon enfant. Ah, si tu n'as jamais frappé ton enfant, c'est jamais évident. Non, pas forcément frapper, il y a diverses manières de frapper, oui, chez nous, quand on dit frapper dans le jargon, là, on frappe avec la bouche. D'ailleurs, le fouet le plus puissant, là, c'est la bouche. C'est pas seulement physique. Il y a ce qu'on appelle la violence intellectuelle, morale, psychologique, intellectuelle. Il y a tout ça, là, c'est des frappes. Mais quand on dit frappe, je sais que les gens qui vont nous écouter vont passer au fouet. Non, non. Exactement. Je peux amener mon enfant dans mon salon, je passe toute la nuit à l'insulter, il pleure. Et la plupart des enfants conscients, je vous dire que quand vous les faites des reproches, là, voilà, ils plaît. Ouais. Mais certains enfants inconscients, ils rient. Ils se moquent même. Oui, ils se moquent même de toi. Et nous entamons la dernière partie de cette émission, les perspectives. Selon vous, quels sont les événements clés qui déterminent une bonne rentrée scolaire? La technique le fait signe aussi. Merci bien. Très simple. Hein? Il faut que le ministre de l'Éducation donne le feu vert qui a été déjà donné. Je crois que la semaine passée, toutes les académies, disons, tous les DAE du pays là, étaient à Bamako et le feu vert a été donné. Maintenant, il faut que les locaux, l'hygiène dans les salles de classe, l'administration, les classes, les tables bancs, on va voir s'il faut préparer tout ce secteur-là pour que nous puissions parler d'une bonne rentrée. Deuxième bonne rentrée, cas spécifique du Mali. Je crois bien qu'on n'en a pas touché. Pour que la rentrée soit effective au Mali cette année. Je dis cette année parce que je vous promets pas. Nous sommes à quelques heures. Hein? Merci. La rentrée est compromise, je ne te le cache pas. Elle est compromise cette année. Et si le ministre veut que la rentrée soit effective, il faudrait que les camarades qui ont vu leur salaire suspendu, qu'on arrive à décanter. Et on sait que ce n'est pas possible encore. Ce n'est pas possible parce qu'on est à quelques heures et jusqu'à présent, le ministre des Finances n'a pas parlé encore. Tant que lui ne parle pas, le mot d'ordre ne serait pas levé. Donc, ça veut dire que déjà le coup est parti. Deuxième, nous du privé, vous savez qu'il y a beaucoup de promoteurs qui n'ont pas eu leurs frais scolaires 2023-24. Pas 24-25, je précise bien. Il y a des promoteurs qui n'ont pas reçu leurs frais scolaires 2023-24. 2024-25, on n'en parle pas. Et ces promoteurs-là, leurs enseignants, certains sont à 2 ans sans salaire. Certains sont à 1 an sans salaire. Certains sont en quelques mois sans salaire. Pensez-vous que ces gens-là, même quand on va ouvrir l'école, ils vont rentrer? Ça, c'est nous. Donc, en plus des enseignants du public qui ont déjà lancé les mots d'ordre qui ne vont pas rentrer, je sais que le premier jour, les promoteurs vont se réunir pour dire de ne pas rentrer. Ça, c'est ça, les secondaires et les professionnels. Mais les fondamentaux, 1, 2 et préscolaires, je suis sûr que les privés, ils vont rentrer. Ils vont rentrer parce qu'ils sont fatigués de rester à la maison et ils vont avoir quelque chose. Les parents même sont pressés. Merci. J'aurais souhaité vraiment vous laisser pour un dernier mot, malheureusement. Et le temps s'est écoulé, malheureusement. Et ainsi s'achève notre émission consacrée à la préparation de la rentrée scolaire. Nous retenons que la réussite de l'année dépend en grande partie d'une bonne organisation, d'une implication des parents et d'un accompagnement pédagogique attentif. Merci à M. Touré qui nous a fait l'honneur d'être ici pour donner plus d'éclaircissements précieux sur ce thème. Et merci vous, nos chers téléspectateurs, vous qui nous encouragez de partout où vous vous trouvez. Ainsi se termine ce numéro. Nous allons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Portez-vous bien. Merci.